Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition Libor et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Kolodziejczak et Othman Soualine de notre pôle risque et modélisation. Bonjour Loïc, bonjour Othman. Bonjour. Bonjour Julia. Merci à vous de vous être libérés pour ce nouveau numéro de CMG Raconte. Alors aujourd'hui, on va parler du Libor. Du coup, Loïc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Libor déjà et puis dans quel contexte on l'utilise ? Bah oui, donc tout d'abord, on va définir ce que c'est le Libor. Évidemment, le Libor, c'est un taux d'intérêt interbancaire, c'est-à-dire que c'est un taux sur lequel est basé les prêts qu'une banque A va accorder à une banque B. Donc ce taux, il peut être basé sur plusieurs échéances, sur plusieurs devises, selon les nécessités donc, des deux banques. Donc le fait que les banques échangent de l'argent entre elles, c'est un mécanisme totalement logique, totalement normal, qui est courant sur le marché, il n'y a rien d'illégal. Ce qui est illégal en revanche, c'est que les banques s'entendent sur le prix auquel ce taux doit être fixé, donc une sorte de système de cartel, comme on l'a par exemple avec le marché de l'OPEP, un montant déterminé qui n'est pas le montant du marché. Et alors, comment tout ça a commencé ? Alors, pour comprendre comment tout ça a commencé, il faut faire un point historique, il faut faire un point économique sur l'Angleterre. Donc l'Angleterre sous Thatcher, on remonte assez loin dans l'historique, a supprimé tous les intermédiaires pour attirer les grandes banques et les fonds d'investissement sur son territoire. Donc on a en l'état, avant la crise, il faut bien imaginer qu'on a un état de banques qui se connaissent très bien entre elles, qui souvent ont fait les mêmes écoles, se connaissent en dehors du travail, et donc on a une sorte de communication implicite, on va dire, dans la City qui est très forte. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la City londonienne, de notoriété publique, est une City, donc une place financière, qui est adossée à beaucoup de paradis fiscaux. Donc il y a évidemment la Suisse, le Liechtenstein, il y a l'île of Man, donc l'île de Man, les îles anglo-normandes, les îles Vierges britanniques, l'Irlande, Gibraltar, les Bermudes. Donc on a une sorte de résidu de l'empire colonial britannique, et donc ces deux éléments sont à prendre en compte pour expliquer cela. Et ensuite, si on fait un rappel historique un peu plus récent, il faut bien imaginer qu'avant les manipulations Libor, on est en 2008. Donc en 2007, il y a une baisse importante du nombre d'emprunts. On n'est pas encore à la crise des subprimes, mais commence déjà à y avoir des personnes qui n'arrivent plus à rembourser leurs prêts. Et donc les banques prêtent de moins en moins, et forcément, elles essayent de trouver des choses pour combler ce manque à gagner. Et on le verra plus tard dans notre présentation, comment ils vont réussir à combler ce manque à gagner par une manipulation illégale au final. Mais alors comment il était fixé le Libor ? C'est une bonne question, parce qu'il faut d'abord comprendre comment était fixé. On verra que ça a une importance capitale. Donc le Libor était fixé tous les jours à 11h. Donc il y avait 16 banques qui contribuaient. Le mot contribuer est important, de manière, si on reprend la formule consacrée, indépendante et sans négociation. Un terme consacré. Donc pour estimer le niveau auquel elles pensent devoir emprunter entre elles. Tous les termes sont assez importants, c'est-à-dire qu'on a une estimation indépendante. Voilà, ça c'était le contexte de base. On verra par la suite que ça n'a pas été vraiment le cas. Mais du coup, ça veut dire que chaque banque, indépendamment des autres, estimait comment ça devait être fixé ? Tout à fait. Mais alors après, comment elles se mettent d'accord ? Alors justement, on va y venir. Donc ces banques estimaient leur prix. Donc c'est 16 banques. Donc ces 16 banques, c'est Barclays, HSBC, la Deutsche Bank. En France, on a la Société Générale. Il y avait aussi Citigroup, etc., Bank of America. Et ensuite, c'était récupéré par un organe qu'on appelle la BBA. La BBA, c'est la British Banker Association, qui enlève les taux extrêmes, donc les 4 plus hauts et les 4 plus bas, et les 8 taux restants. Ils en font une moyenne, tout simplement, et ensuite publient le taux Libor officiel qui sera utilisé sur le marché, donc le jour en question. Okay. Donc avant ce scandale, il faut bien imaginer aussi que le Libor, c'était un taux qui était très écouté, c'était un véritable baromètre. Quand le Libor était haut, ça vous sous-entendait que les banques hésitaient à se prêter de l'argent, ou alors vraiment en demandant beaucoup en retour. Donc une sorte d'inquiétude latente. Alors, à l'inverse, quand le taux était très bas, les banques se faisaient une compétition entre elles parce que les fonds propres coulaient à flot, il n'y avait absolument aucun problème. Donc c'était vraiment un baromètre de l'économie, et honnêtement, très très peu de personnes avant cette manipulation auraient pensé même que c'était possible. Et alors, quelles ont été les premières suspicions ?
Alors, les premières suspicions, on va remonter en 2007. On a vu quelques mouvements qui étaient un peu étranges sur le marché. Mais voilà, ça arrive parfois, des mouvements un peu difficilement compréhensibles. Les groupes d'économistes qui ne comprennent pas tout à fait le pourquoi du comment. Mais il n'y avait pas vraiment eu d'enquête générale. La vraie enquête générale, elle a été publiée par le Wall Street Journal le 16 avril 2008. Et dans cette enquête, donc, qui a été supposé, c'était encore une supposition en 2008, que certaines banques se seraient entendues. Donc là, on a quand même beaucoup de suppositions. Mais voilà, on a quand même le début d'une enquête, d'un soupçon. Donc le Wall Street Journal, ce qui a éveillé les curiosités de certains économistes, publie des chiffres qui sont très précis, qui à l'époque n'étaient pas publiés. Donc notamment, il publie le chiffre de 600 000 milliards de dollars d'échanges annuels. Sur le marché du Libor. Donc pour faire un point, juste un benchmark, 600 000 milliards de dollars d'échanges, c'est 10 fois le PIB mondial de 2018. De 2008, pardon. Donc ça représente 10 fois le PIB mondial. C'est absolument énorme, quoi. C'est absolument, absolument dingue. Donc il y a d'abord eu des tentatives du FMI notamment de dire mais non, vous inquiétez pas. Donc il y a eu une enquête qui a été organisée et donc ils ont affirmé donc il y a un examen de stabilité financière en fait qui est fait par le FMI tous les trimestres. Donc sur le Libor mais sur tous les produits en règle générale. Et ils ont dit donc la formule c'était que le Libor en dollars américains reste la mesure la plus précise d'une banque solvable. Voilà. Donc en gros c'était pour dire d'une manière très polie bon voilà il n'y a pas d'affaire, ne regardez pas par là. Donc ensuite, en 2010, on a plus d'infos. Il y a 2 ans qui se passent pendant lesquels ça continue, etc. Et on a Snyder et Yule, donc qui sont 2 économistes, qui vont commencer vraiment à faire des enquêtes un peu d'investigation. C'est une première un peu dans les banques. Vraiment qu'il y a des gens qui commencent à dévoiler des informations un peu confidentielles. Et donc on commence à avoir vraiment l'idée qu'il y a eu certaines ententes à des moments donnés, mais encore rien de structuré. Et la personne vraiment qui va être l'élément déclencheur de la révélation du scandale, ça sera Martin Weasley, donc qui va être nommé donc par la Citi, une enquête indépendante qui va faire un compte rendu accablant de 60 pages hors annexe, parce qu'en plus évidemment il avait des annexes, des photocopies, etc., etc. Et donc qui va vraiment expliquer toute la mécanique et il va même mettre les première pierre de ce qui sera accepté ensuite par les instances régulatoires, c'est-à-dire un taux qui soit historique et pas estimé, etc. Donc déjà, à ce moment-là, il y a cette première pierre. Ensuite, pour bien comprendre en quoi c'était une suspicion, et ça paraissait complètement invraisemblable, on avait le Libor qui était quasiment tout le temps égal au taux de la Fed. C'est-à-dire que le Libor 3 mois $, était quasiment tout le temps égal. Donc le Libor était un instrument de marché, donc tous les jours. La Fed, c'était une fois tous les mois. Mais ça se suivait. Il n'y avait pas de soupçon particulier. Et à partir de 2008, ça se décorrèle. Mais il faut bien imaginer aussi qu'en 2008, la crise des subprimes, c'est inédit. Donc on ne savait pas si cette décorrélation elle était logique au vu du marché ou s'il y avait quelque chose d'anormal. Faut bien comprendre ça aussi. Pour comprendre tout ce problème du Libor, faut comprendre aussi le contexte macroéconomique du pré-subprime et du début des subprimes. Et qui est concerné par la manipulation du Libor ? Alors évidemment, vu que le Libor, comme on l'a précisé juste avant, c'est un taux qui est un consensus de 16 banques, donc on ne peut pas manipuler tout seul. Donc on a eu la Barclays qui a vite été montrée du doigt, mais la Barclays elle seule ne pouvait pas manipuler le Libor. Le scandale vraiment éclate en juin 2012. La Barclays, très vite, elle fait abandonner les poursuites en disant « je donne 30 millions de livres sterling à la justice anglaise pour que je sois lavé de tout soupçon ». Donc un arrangement à l'amiable. Évidemment, il y a des informations qui commencent à fuiter. Donc on a UBS en décembre 2012 qui a versé 1,2 milliard de dollars aux USA. L'UE qui a condamné 8 banques dont le nom n'a jamais été révélé à 1,7 milliard de dollars en décembre 2013. Et ensuite la Deutsche Bank à 2,5 milliards de dollars en 2014. Et alors les instances régulatrices, elles ont réagi comment ? Alors elles ont réagi assez rapidement. Donc il y a l'EBA, donc l'autorité bancaire européenne, qui a commencé dès le début à réfléchir à un moyen d'encadrer le Libor. Donc il faut bien imaginer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Libor c'était un véritable baromètre. C'était vraiment un outil central que tout le monde connaissait, que tout le monde avait étudié. Personne ne pensait qu'on allait abandonner le Libor et passer à autre chose. C'était complètement inimaginable. Donc au début, ils ont pensé l'encadrer.
limiter le nombre de maturités sur lesquelles on pouvait faire du Libor, mettre en place des vérifications internes, externes, demander à Reuters, qui est un organisme financier mais non bancaire, de publier lui-même un Libor pour voir un peu une sorte de benchmark indépendant. Donc on a commencé à mettre en place des choses, et puis on a vu que c'était pas exactement performant, et on a commencé à penser à la mise en place d'un nouveau taux. Et en quoi le nouveau taux répond à ces problématiques, justement ? Le nouveau taux qui a été mis en place, là on parle du SOFR, puisque c'est le Libor US qui a été vraiment au centre des débats, vu que ça a été fait là-bas, mais c'est également présent sur le Libor anglais, sur le Ribor. C'est pour ça que tous les taux sont changés actuellement. La modification majeure, c'est que c'est plus un taux estimé, c'est un taux historique. Donc c'est-à-dire que le taux est basé sur les transactions qui ont été vraiment faites entre les banques. Donc de facto, il n'y a plus aucun moyen de manipuler le cours, vu que c'est basé sur des transactions réelles. Et alors, Othman, est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue technique, quelle est la différence entre le taux Libor et le nouveau benchmark, justement ? Alors, bien évidemment, de nature, les deux taux sont différents, par construction. Dans un premier temps, le Libor, comme le nom l'indique, le B du Libor, c'est pour le bid. Donc, c'est plus ou moins un taux offert par les banques, justement, pour couvrir des opérations de refinancement. Et par construction, c'est un taux qui est anticipatif. Donc, c'est un taux qui va prévoir plus ou moins le futur sur une durée donnée, qu'on appelle le ténor. Donc c'est pour ça que pour les taux Libor, on a plusieurs ténors contribués par les banques, typiquement sur des durées allant de une semaine à un an, plus ou moins. Et justement, ce sont des taux qui sont fixés au tout début de la date, justement, qu'on appelle la date du fixing, contrairement aux taux du nouveau benchmark, donc SOFR, Ester, etc., qui sont par construction des taux basés sur des transactions historiques, donc de la veille typiquement. Et du coup, pour pouvoir trouver des ténors, ou ce qu'on appelle l'équivalent de ténor pour le taux Libor, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, typiquement sur des durées allant d'une semaine à un an, plus ou moins comme ce qui est le cas pour le Libor. Sauf que dans ce cas-là, c'est vraiment une période historique. Donc, techniquement parlant, en fait, on a les deux distinctions des deux taux. Typiquement pour le Libor, on dit que c'est un taux qui est forward-looking, donc c'est un taux qui est anticipatif, alors que le nouveau benchmark, c'est un taux qui est backward-looking. Et du coup, c'est cette différence majeure qui pilote le sujet de la transition en soi, parce que ça pose pas mal de problèmes, justement, pour quelques produits dérivés qui, nécessitent la connaissance du taux vraiment au tout début de l'opération de refinancement. On parle typiquement de FRA, ce qu'on appelle des Forward Rate Agreements. Donc, ce sont des produits qui vont fixer le taux plus ou moins à la date initiale, on va dire, de l'opération, du refinancement en tout cas. Justement, le sujet de la transition, la difficulté de la transition, c'est par rapport au pricing de ces produits-là avec le nouveau benchmark qui, lui, nécessite de connaître le taux à la fin de l'opération de refinancement. Donc, c'est là où il y a tout l'enjeu de la transition. Quels sont les challenges techniques, du coup, qui sont liés à cette transition ? Alors, c'est une très bonne question. Et du coup, les challenges, en fait, ça se divise en deux types, plus ou moins. Donc, on a d'une part les nouveaux produits, ce qu'on appelle les new products, donc qui, eux, seront cotés sur le nouveau benchmark. Donc, en fait, le challenge pour ces produits-là, ça réside dans l'industrialisation, on va dire, du process du pricing, de la détermination de tous les flux financiers de ces produits-là. Et ça passe typiquement par la détermination de ce qu'on appelle la courbe des taux de ce nouveau benchmark. Donc là, ça nécessite tout un tas de conventions qui doivent être, on va dire, industrialisées et injectées dans les pricers des institutions financières, donc typiquement les banques d'investissement. Donc cette partie-là, c'est la partie qui préoccupe le plus les grosses institutions financières comme les banques d'investissement. Après, dans un deuxième temps, il y a la problématique des legacy products. Donc ce sont des produits qui, par construction, héritent de l'ancien benchmark qui est le Libor et du coup qui sont typiquement cotés sur le Libor, donc dont les flux versés dépendent de l'évolution du cours de Libor. Sachant que le Libor, justement, va disparaître dans un horizon très proche. Donc la question, c'est comment on fait pour pricer et déterminer le flux de ces produits-là. Donc ça, c'est toute une problématique à part entière, mais qui préoccupe plus les petites institutions financières, typiquement les corporates. Petites dans le sens où, en fait, elles ne font pas vraiment de la gestion financière derrière, mais elles se préoccupent plutôt d'autres problématiques, on va dire, un peu différentes
des problématiques typiquement rencontrées dans des banques d'investissement. Donc pour ces institutions-là, en fait, vu que la majorité s'engage sur des opérations de prêt avec du taux Libor, justement, et du coup, ils font des couvertures financières avec des produits dérivés qui sont legacy, donc par construction. Donc comment on fait pour justement se mettre d'accord sur les flux à verser à partir de la date de la discontinuité du Libor? Donc ça, c'est la problématique des legacy. Et alors, quelles sont les solutions qui sont proposées par le régulateur pour que la transition soit fluide? Alors, justement, d'un point de vue technique, pour les new products, en gros, le problème, il n'est pas du tout posé, vu que par construction, la seule problématique, c'est comment on fait pour industrialiser le process de la détermination des flux, du pricing de ces produits-là. Donc en fait, la majorité des acteurs financiers sont plus ou moins bien initiés au sujet parce que des transitions sur le monde des taux, on en a déjà vu, typiquement avec le taux Eonia par exemple. Donc en fait, on a déjà une base technique qui nous permet largement d'industrialiser un peu le process. Après, le problème en soi, c'est pour les legacy products. Donc c'est là où le régulateur a intervenu, en proposant notamment plusieurs méthodologies pour déterminer le Libor après sa disparition, donc en fonction du nouveau benchmark. Et justement, le régulateur a utilisé des méthodes statistiques, donc mélangées avec des méthodes un peu quantitatives, justement pour permettre de déterminer le Libor après sa discontinuité. Donc en fait, le régulateur, il a fait plusieurs sondages. Et typiquement, les acteurs du marché ont proposé plusieurs méthodologies de fixing, donc de proxy du Libor. Et justement, il y a eu un vote sur la méthodologie à appliquer. Après, ce n'est pas vraiment une obligation pour les institutions financières de suivre ce que préconise le régulateur, mais c'est quand même un benchmark qui est là pour servir comme référence au cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le taux Libor à la date de discontinuité. Donc typiquement, ce que préconise le régulateur, c'est donc une approche statistique qui va essayer d'approximer le Libor à travers le taux, le nouveau benchmark, et notamment en ajoutant ce qu'on appelle un spread, un basis spread. Donc c'est tout simplement un chiffre que l'on va ajouter au taux du nouveau benchmark pour pouvoir retrouver le taux Libor en question. Et justement, ces spreads sont déterminés de manière statistique, donc à travers une période historique qu'on appelle look-back période. Donc c'est une période de 5 ans où le spread est déterminé comme une médiane sur la différence entre le Libor et le nouveau benchmark. Après, justement, on n'est pas obligé de suivre ce que préconise le régulateur. Typiquement pour les banques d'investissement, vu que la volumétrie de ces produits legacy n'influe pas beaucoup le portefeuille par construction, parce qu'on peut toujours faire de nouvelles opérations de refinancement avec le nouveau benchmark. Donc en fait, le problème, il n'est pas du tout posé. C'est pour ça que la majorité des banques d'investissement suivent plus ou moins ce que préconise le régulateur. De l'autre côté, donc, pour les petites institutions financières dont les flux et les bilans comptables dépendent largement de cette transition-là, de la nouvelle manière de trouver ce proxy du Libor. Donc typiquement, on peut observer des renégociations de contrats pour les petites entreprises, pour les corporates évidemment, mais on peut aussi observer la proposition de plusieurs méthodologies d'approximation du Libor qui, elles, par construction, diffèrent de ce que préconise le régulateur. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un taux comme ça qui disparaît et pour lequel on doit assurer du coup une transition? Alors, pas vraiment. On a déjà observé de tels cas dans le passé, donc typiquement avec le taux Eonia. Mais la disparition d'indices de taux, parce que par construction, ça reste un indice de taux. Donc si ça disparaît, en fait, ça ne pose pas de problème du moment que l'on arrive à trouver une méthode pour approximer ce taux qui disparaît avec le nouveau benchmark. Et le problème en soi, il est vraiment posé pour les produits qui héritent des caractéristiques de l'ancien taux. Parce que pour les nouveaux produits, typiquement, ça ne pose pas de problème parce que tout sera coté sur le nouvel indice en question. Et justement, dans les chambres de compensation qui, elles, gèrent toute la consolidation des flux derrière, en fait, on propose pas mal d'options pour les acteurs financiers, justement, pour faciliter cette transition. Et typiquement, c'est ce qu'on commence à observer avec le taux Libor, dans le sens où la volumétrie globale du taux Libor commence à baisser par rapport justement à la volumétrie du nouveau benchmark. Et justement, ce process est beaucoup facilité grâce à
pas mal d'options que proposent les chambres de compensation, par exemple LCH, qui propose pas mal d'options de fallback pour justement fallbacker tous les produits legacy sur les nouveaux taux. Donc justement avec un process de consolidation des flux qui est standardisé et par rapport auquel, on va dire, les deux contreparties ou même plusieurs contreparties, s'il y en a, se mettront d'accord et voilà, avec aisance. Voilà, tout ça pour dire que la transition en soi, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. On l'a déjà observé dans le passé et on est plus ou moins préparé pour affronter cette problématique-là. Et alors, qu'est-ce que propose CMG pour accompagner ses clients sur ce sujet de transition Libor ? Alors justement, au sein de CMG, particulièrement au sein du pôle RIM, risque et modélisation, nous menons pas mal de travaux internes de recherche, typiquement en embarquant autant d'expertise que possible avec des analystes quantitatifs, des personnes qui font de la gestion de fonds, des personnes qui font un peu de l'IT, de la programmation. Et justement, l'enjeu de ces travaux de recherche, c'est de pouvoir apporter de l'expertise à nos clients par la suite, et notamment pour le sujet de la transition du Libor. Donc, c'était l'un des derniers projets de recherche qu'on a effectué, qui a duré plusieurs mois. L'enjeu de ce projet en soi, c'est nous avons voulu déjà comprendre le sujet de 1, mettre une bonne base technique pour pouvoir industrialiser le process du pricing, de stripping de courbes de taux chez nous à la maison. Et après, on peut justement proposer cet environnement technique à nos clients. Après, l'enjeu majeur aussi, c'est une fois qu'on a compris les enjeux de la transition, on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que le régulateur ? Donc c'est pour ça qu'on a essayé de challenger, donc tout d'abord de comprendre la méthodologie du régulateur, et ensuite essayer de la challenger, notamment en proposant d'autres modèles statistiques qui respectent tous les critères imposés par le régulateur pour cette transition-là et qui quand même arrivent à mieux approximer le taux Libor en question. Donc typiquement, on a fait ça grâce à un set d'algorithmes de machine learning allant de quelques algorithmes pas très compliqués et assez simples, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le critère le plus important du régulateur pour le sujet de la transition, c'est la simplicité de l'algorithme et aussi la clarté des algorithmes utilisés, parce qu'il faut vraiment que l'algorithme soit transparent et surtout auditable pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher des algorithmes puissants, des sortes de black box pour essayer de trouver le bon proxy du Libor. Donc en fait, on a fait nos travaux de recherche avec plusieurs sets d'algorithmes statistiques allant de régression vraiment simple jusqu'à des algorithmes un petit peu plus compliqués avec des réseaux de neurones typiquement, en apportant quelques modifications techniques justement, mais en soi, ça reste des modèles largement transparents et auditables, facilement auditables. Et justement, avec ces méthodologies qu'on a proposées, on a pu trouver des proxys de Libor qui sont beaucoup plus précis quand on fait la comparaison avec la méthodologie du régulateur. Et typiquement, je pense que les résultats de ce projet-là permettront surtout aux petites entreprises et aux corporates aussi de bien renégocier les clauses des contrats pour les legacy products, parce que c'est là où ça va beaucoup jouer, parce que en fait tout le monde peut justement mettre les clauses tout le monde peut négocier les contrats comme il le souhaite. Donc justement, c'est l'un des enjeux principaux de ce projet de recherche. Donc en fait, nous avons déjà fait pas mal de présentations pour plus ou moins la majorité des banques d'investissement sur la salle parisienne. Et justement, on a apporté de l'expertise à nos clients. On a montré qu'on était à même à confronter, à attaquer ce problème qui est la transition du Libor en soi. On pense que pour l'avenir, ça va faciliter la tâche pour nos consultants, justement, si jamais il y a des interventions chez des clients pour justement gérer le sujet de la transition, que ce soit pour les legacy products ou pour les nouveaux produits cotés sur le benchmark. Alors dis-moi si j'ai bien compris, mais en gros, ce que nous on propose, c'est une solution pour traiter cette transition du Libor plus exploitable et qui va peut-être un peu plus loin que ce que proposent les régulateurs qui ont fait quelque chose d'un peu plus basique. Bien sûr, tout à fait. Et justement, en fait, pour les banques d'investissement, c'est pas vraiment la préoccupation pour le sujet de la transition. Mais c'est plus pour les petites institutions financières. C'est plus pour les petites institutions parce que, en fait, comme vous savez, les flux financiers et les bilans comptables de ces entreprises dépendent largement des renégociations de ces contrats, dans le sens où une mauvaise renégociation peut fortement impacter justement le bilan comptable des corporates. Et justement, c'est pour ça que ces entreprises-là et ces entités, en fait, il est souhaitable pour ces entités d'être armées
de ces modèles-là, d'avoir plus de compréhension et plus d'outils pour bien permettre de négocier et renégocier les contrats par la suite. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Loïc, merci Othman. Merci. D'avoir éclairci ce sujet pour nous. Sujet passionnant et pour lequel on travaille au lab CMG et on apporte des solutions très efficaces à nos clients. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.